Voilà, bonjour. Donc, je voudrais aborder aujourd'hui la troisième partie de notre enquête sur les définitions de la philosophie. Je rappelle rapidement le parcours jusqu'à présent. Nous avons vu d'abord comment la philosophie pouvait se définir très simplement par son histoire. Elle a un début, en tout cas pour ce qui est de la philosophie occidentale, qu'on a située en Grèce. Et puis par ailleurs, cette histoire de la philosophie peut assez largement occuper la tâche d'un philosophe. Cette tâche peut être elle-même philosophique, et on avait vu avec les exemples de Hegel et de Nietzsche la manière dont cette histoire de la philosophie pouvait en elle-même nourrir le travail philosophique. Je ne reviens pas sur cette question, qui est la première définition, mais une définition, on l'a vu, un peu insatisfaisante, parce que si la philosophie se réduisait à son histoire, eh bien d'une certaine manière, il n'y aurait jamais de philosophie, puisqu'il a bien fallu que cette histoire commence un jour, et donc il a bien fallu effectivement que les philosophes soient aussi des créateurs ou créatifs pour produire un discours qui ait un intérêt. Alors par rapport à cette première définition, on va dépasser tout en la conservant. J'avais présenté les choses en reprenant une métaphore, me semble-t-il, très éclairante de Luc Ferry, qui consistait à dire que l'on peut envisager la vie comme un jeu, la vie humaine comme un jeu. Et comme toute espèce de jeu, il y a trois manières d'aborder ce jeu que l'on entreprend, qui est la vie. D'abord, il faut connaître le terrain de jeu. Ensuite, il faut connaître les règles du jeu. Et enfin, il faut essayer de comprendre pourquoi on joue ou quel est le but de ce jeu. Et donc ces trois parties pourraient bien s'accorder aux trois définitions de Kant, trois questions de Kant que l'on avait posées en début d'année. Que puis-je savoir du terrain de jeu, en l'occurrence, de la vie? Que dois-je faire? Quelles sont les règles du jeu? Et puis, que m'est-il permis d'espérer de cette vie, alors même que je sais en effet qu'elle est mortelle? Nous avions vu très en détail, dans le cadre du cours, la première partie, connaissance du terrain de jeu, qui est la philosophie au sens théorique, sous ses différents aspects, épistémologie, qu'est-ce qui permet à une science d'être une science, métaphysique générale, métaphysique spéciale, phénoménologie, tout cet ensemble définit la philosophie théorique. Mais il faut aborder la deuxième grande question, je voudrais faire brièvement, aujourd'hui, la deuxième grande question, c'est-à-dire la question quelles sont les règles du jeu? Quelles sont les règles du jeu? Ou, pour le dire très précisément, la dimension de la philosophie non plus théorique, mais pratique, ou encore la dimension, au sens le plus global, éthique et morale. L'éthique et la morale représentent des réponses à la question, c'est en tout cas ce que prétend Kant quand il l'a défini, que dois-je faire? Que dois-je faire? Alors, petite précision terminologique d'emblée, éthique morale, est-ce qu'il y a des différences? C'est vrai qu'on peut être tenté de le faire parce que morale, ça fait un peu moralisateur, éthique, ça paraît plus moderne. En réalité, au fond, dans la tradition philosophique, il n'y a pas de distinction. Éthique est grec, morale c'est du latin, ça vient du latin. Donc, au sens strict du terme, les deux ont le même sens. On peut établir une distinction. On peut établir une distinction que j'évoque très rapidement en considérant que la morale, c'est effectivement les règles du jeu de la vie commune, on va y venir dans un instant, tandis que l'éthique engage davantage des questions relatives au sens de la vie. Pour le dire très simplement, l'éthique serait comment vivre, la morale serait la réponse à la question comment vivre, et l'éthique serait davantage pourquoi vivre, ou quel est le sens ou du sens que l'on peut envisager dans la vie. C'est une séparation possible, mais je m'en tiendrai pour ma part à une similitude absolue entre les deux sens, les deux mots du terme éthique, les deux termes éthique et morale répondant à la même question, une question de philosophie pratique. Alors, il faut bien être clair sur cette question. La question que dois-je faire, on se la pose tous les jours, pour des questions extrêmement simples. Qu'est-ce que je vais faire? Que dois-je faire dans ma journée? Ou que dois-je faire quand mon robinet fuit? Il est clair que ces questions-là ne sont pas des questions d'éthique ou de morale,
Ce ne sont même pas des questions philosophiques. Que dois-je faire dans ma journée? C'est une question d'agenda. Que dois-je faire quand mon robinet fuit? C'est une question de bricolage. Ce n'est pas une question éthique. Question technique, pourrait-on dire. La question éthique intervient lorsque autrui entre en ligne de compte. Autrui entre en ligne de compte. Là, effectivement, la dimension éthique apparaît. Et l'éthique, c'est la manière de vivre avec les autres. Ce par quoi, d'ailleurs, il faut établir une deuxième petite distinction importante au sein de ce champ de la philosophie pratique. Distinction entre plusieurs registres du rapport aux autres. Ces plusieurs registres, on peut les définir par droit, éthique et politique. Trois manières de se rapporter aux autres, et on peut établir une hiérarchie d'ailleurs qui serait peut-être davantage politique, droit, moral, si on est ascendant. La politique, pour le dire très simplement, c'est la réponse à la question comment vivre ensemble sans s'entretuer. L'humanité a cette particularité, et l'homme a cette particularité de ne pas pouvoir vivre seul, mais pas non plus de ne pas pouvoir vivre avec les autres. C'est-à-dire que quand il est seul, il est très malheureux, et quand il est avec les autres, il a envie de les tuer. Donc la question politique, c'est comment vivre ensemble sans s'entretuer. On a tous fait cette expérience de partir avec des gens dont on croyait être en vacances nos très bons amis. Et puis rapidement, avec l'épreuve du quotidien, on s'aperçoit qu'on n'arrive plus à les supporter et la tension monte de manière assez forte, même si on peut estimer les gens. Donc on voit très bien comment la vie commune, le vivre ensemble, comme on dit aussi, ce qui n'est pas exactement la même chose, eh bien, comporte d'énormes difficultés. Et donc la politique s'intéresse à cette gestion du rapport de force. Comment vivre ensemble sans s'entretuer? Comment faire en sorte que la vie collective ne dégénère pas dans la guerre? Voilà l'objet de la vie politique. Et son critère, c'est le succès. C'est le succès, il faut qu'on évite la guerre. Voilà, la politique, c'est la manière d'éviter la guerre. Oui, donc c'est un objectif extrêmement modeste. Comment faire en sorte que ça fonctionne? C'est pas du tout de savoir comment on vit bien, etc. C'est vraiment de faire en sorte que ça fonctionne le mieux possible. La définition de Machiavel est de ce point de vue-là parfaite et devrait effectivement nous dire beaucoup de choses sur la politique. La politique, c'est la conquête et la conservation du pouvoir dans le but, j'ajoute ce petit point qu'on peut déduire de la pensée de Machiavel, dans le but d'éviter effectivement une guerre totale et une guerre permanente. Voilà ce qu'est la politique. Alors vous voyez qu'on est encore loin de la morale. Au-dessus de la politique, on pourrait dire, c'est le droit. Le droit, c'est pas du tout simplement de faire en sorte que la paix soit réalisée, c'est de faire en sorte que les conflits puissent trouver des procédures de régularisation entre les individus. Et donc le droit vise à établir des règles du jeu que les individus se donnent eux-mêmes l'obligation de respecter. Ce sont des règles écrites ou des règles coutumières, mais qui font que, d'une certaine façon, en cas de conflit, en cas de difficulté, eh bien, on a à qui s'adresser pour trouver des solutions qui sont des solutions écrites. Donc c'est aussi une manière d'éviter les conflits, d'éviter la guerre, mais une manière qui est au-delà du simple rapport de force, qui tente d'inscrire dans des textes, dans des pratiques, eh bien, des comportements qui sont en effet permettant d'assurer la vie commune. La morale, c'est encore un niveau supplémentaire. La morale, ce ne sont pas simplement des rapports de force qui visent le succès politique, ce ne sont pas des règles écrites. La morale vise un certain nombre de principes auxquels on s'estime obligé soi-même d'obéir, quand bien même, d'une certaine façon, il ne serait pas écrit, rédigé dans des textes de loi. Être moral, c'est avoir une certaine conception de vie, une certaine manière de se rapport aux autres. Et vous voyez qu'on peut très bien envisager quelqu'un qui serait parfaitement réglo sur le plan juridique, qui respecterait parfaitement la loi, mais qui serait potentiellement un être assez immoral. C'est-à-dire
que ce qui l'intéresserait serait exclusivement la conformité au texte juridique et pas du tout l'attention aux autres ou la bienveillance à l'égard des autres. Vous voyez, on peut avoir cette image, un peu caricaturale, mais du fonctionnaire zélé qui suit la règle, que la règle, exclusivement la règle, et qui n'a aucune espèce d'attention à la situation réelle des gens qui seraient en difficulté. Le bureaucrate, c'est celui qui est hyper juridique et qui se contente de respecter la loi indépendamment de tout contexte. Ça peut être un salaud, il faut le dire clairement. Et de ce point de vue-là, on voit très bien qu'entre droit et morale, il peut y avoir une distinction. C'est très important de distinguer ces trois niveaux. Et notamment dans le contexte contemporain, vous voyez, on dit souvent qu'il faut moraliser la vie politique, il faut moraliser peut-être le capitalisme. Bien avoir en tête que ce sont ici des registres tout à fait différents. Moraliser la vie politique, d'une certaine manière, c'est vouloir appliquer en matière politique, qui fonctionne par le succès, des principes qui sont des principes moraux, qui visent les intentions. Et il est très probable que si un vieux débat, un homme politique ou un personnage politique ou un responsable politique a uniquement la morale en ligne de mire, eh bien il est très probable que son pouvoir va assez rapidement disparaître. Et donc il y a un équilibrage à maintenir entre les principes et le succès. Et on peut espérer, mais ce n'est pas gagné non plus, que le droit permette d'assurer cette médiation entre ces deux registres. Donc toujours très important de bien distinguer ces trois registres, de ne pas appliquer des critères moraux sur la vie politique exclusivement, même si on peut le faire, mais pas de manière systématique, de ne pas les confondre, de ne pas confondre ni non plus le droit et la morale. Le droit, c'est la conformité de nos actions à des règles écrites. La morale, en général, c'est en tout cas la morale kantienne, vise davantage les intentions, vise davantage les motivations qui nous font agir, plus que la conformité, la simple conformité de nos actes à des règles écrites. Donc ces trois distinctions sont extrêmement importantes et il faut bien les avoir en tête à un titre de préliminaire. Donc je rappelle, pour conclure cette première petite séquence, 1. Morale et éthique, c'est à peu près la même chose, en tout cas, sauf si on précise par convention des distinctions. Et d'autre part, bien distinguer dans ce registre de la philosophie pratique la distinction, la différence entre la politique, la morale et le droit.